Je m'associe bien entendu à l'ensemble des intervenants précédents pour vous remercier d'être ici. C'est très important pour nous que vous soyez ici. C'est émouvant de vous recevoir tous au CBIOS. Alors le CBIOS est un projet audacieux, un projet ambitieux, mais il n'est certainement pas un projet prétentieux. Et notre volonté n'est pas de faire à la place d'eux, mais d'aider les expertises à être valorisées, puisque les expertises en France, elles sont nombreuses, remarquables et remarquées à l'échelle internationale, dans tous les domaines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des matériaux. Et donc, ces expertises, il faut pouvoir les valoriser. Et la table ronde d'aujourd'hui a justement pour vocation à vous transmettre une partie de ces recherches remarquables et d'évoquer avec vous un retour d'expérience de ces chercheurs engagés dans la démarche pour comprendre un petit peu quels sont les leviers, les obstacles à la recherche en France dans le domaine, quels outils à mettre en place et quel accompagnement à mettre en place pour que les industriels s'approprient cette approche. Donc voilà, donc on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir 5 chercheurs du monde donc académique, avec Christophe Eglès, qui est professeur à l'Université technologique de Compiègne, Sylvain Deville, qui est donc chercheur CNRS Saint-Gobain, Stéphane Violet, chercheur à l'Institut des sciences du mouvement à l'Université d'Aix-Marseille, Christophe Goupil, du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain de l'Université Paris Diderot, et enfin Arnaud Ankoviak, qui est maître de conférence à l'UPMC, donc chercheur à l'Institut d'Alembert et membre de l'équipe fluide complexe et instabilité hydrodynamique. Donc comme on a un petit peu de retard, sans plus attendre, je vais proposer à Christophe Goupil, s'il te plaît, de me rejoindre sur scène et de nous parler d'énergie et de biométisme des usages. Merci Kalina. Oui, donc je vais vous parler non pas des matériaux, non pas des structures, non pas comment s'inspirer de la nature pour faire la nouvelle feuille de lotus, mais plutôt regarder les choses d'un point de vue différent, qui est de se dire le vivant utilise nécessairement l'énergie. Nous utilisons l'énergie pour nous-mêmes, nous l'utilisons tous les jours pour un certain nombre d'objets. Est-ce qu'on peut regarder comment Dame Nature, si je puis dire, a optimisé sa consommation d'énergie, qui est une optimisation nécessairement sous contrainte? Alors, je pose la question de la manière suivante. En prenant par exemple ici le secteur du transport, on aurait pu prendre d'autres secteurs, des grands secteurs, que ce soit le bâtiment ou l'industrie. Quelle est la question? La question, c'est la suivante. Première chose, si je veux rouler avec ma voiture, il me faut d'abord embarquer un certain stock d'énergie, en l'occurrence de remplir mon réservoir de carburant. Et ça, pour ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de thermodynamique, ça s'appelle le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Je ne pourrais pas utiliser plus d'énergie que ce que j'ai mis dans ma voiture. Première chose. La deuxième chose, c'est encore une loi de la thermodynamique, c'est selon la manière dont vous allez appuyer sur l'accélérateur, la manière dont vous allez conduire votre voiture, eh bien vous ferez peu ou prou avec cette énergie que vous avez. Ces deux lois, ce sont deux lois auxquelles souscrivent tous les systèmes physiques et auxquels souscrivent évidemment tous les systèmes vivants. Alors, on peut regarder les choses et je vous ai représenté ici une courbe où on a en abscisse la puissance et puis en ordonnée on a un rendement. Et selon le type de machine auquel on a affaire, eh bien, on peut avoir, par exemple, si on a une voiture, quelque chose qui ressemble à la voiture du marathon Shell, donc une voiture qui va se consommer quelques litres d'essence pour parcourir 1 millier de kilomètres. Immédiatement, vous vous dites « je la veux ». Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, vous n'avez pas intérêt à la prendre. Cette voiture, elle est excessivement performante, tout à fait. Par contre, elle est excessivement contraignante à l'usage. Elle va rouler sur terrain plat à 30 km/h. Si vous voulez un véhicule qui va pouvoir faire un peu plus que 30 km/h sur terrain plat, vous allez être sur un véhicule qui va être un peu moins performant, mais ça va être encore un croiseur, ça va donc être par exemple un camion, qui lui va pouvoir évoluer sur des plages d'usage un peu plus larges et transporter des quantités de matériaux plus conséquentes. Et puis vous pouvez arriver avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, avec laquelle vous allez tout faire, de la ville, de la route, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, on est sur des courbes qui baissent, c'est-à-dire qu'on est sur des courbes qui nous emmènent avec des systèmes de moins en moins efficaces en termes de rendement. Mais on voit que le rendement baisse, mais par contre, la plage d'usage s'élargit.
Une voiture, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, elle a 25% de rendement. Vous êtes des mammifères, je suis un mammifère, on a aussi à peu près 25% de rendement. Ce n'est pas un rendement énorme, mais il y a une raison à ça, c'est que si vous regardez au niveau de la biodiversité, les mammifères couvrent toutes les latitudes de la planète. Ça, c'est déjà un premier enseignement. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si je veux un système très performant, il sera nécessairement très contraint. Si je veux un système qui soit capable de travailler sur de grandes plages d'usage, je vais devoir accepter qu'il y ait des pertes et de la dissipation. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut apprendre. Et puis si on regarde sur un certain nombre d'organismes vivants, eh bien, on va apprendre une chose, c'est que la nature n'est pas nécessairement vertueuse. La cible, ce n'est pas d'utiliser le moins, de travailler avec le rendement le plus grand possible. Si vous prenez une baleine c'est un mammifère, animal homéotherme. Un animal homéotherme dans l'eau, en termes de consommation d'énergie, ce n'est pas une bonne solution. Ça consomme énormément d'énergie. Le problème n'est pas là, la ressource en nourriture est présente, donc ce n'est pas une contrainte. Si vous prenez un albatros qui doit faire des vols très très longs avec une nourriture, des arrêts pour se nourrir assez rares, lui va optimiser la position de son aile pour pouvoir la bloquer en planée, donc dans une fonction bien précise pour pouvoir justement ne pas consommer trop d'énergie. Vous pouvez prendre un autre animal qui est ici le paresseux. Le paresseux, lui, est dans un environnement où il se nourrit avec des feuilles qui ont un pouvoir nutritif assez faible. Faites l'essai en mangeant des sachets de thé pendant 3 semaines et on en reparlera. Et lui, donc, il va avoir une contrainte qui est énorme. Et effectivement, on va être là, pour le coup, sur un animal qui va vraiment optimiser son point de fonctionnement. Et vous verrez, vous pouvez regarder ça sur n'importe quel film, qu'un paresseux se déplace à vitesse constante. Il est sur un point de fonctionnement. Il est à peu près strictement incapable d'accélérer. Et là, on est un petit peu avec le paresseux dans le cas de la voiture du Marathon Shell dont je vous ai parlé. Donc, vous voyez qu'on peut observer, effectivement, beaucoup de choses et faire ce type d'analogies qui sont loin d'être simplement des métaphores. Je vous rappelle, il y a de la thermodynamique derrière. Si on prend par exemple la chauve-souris, on est complètement dans le cas opposé du cas du paresseux. La chauve-souris est le seul mammifère à avoir un garde-manger avec la 3e dimension. C'est le seul mammifère volant. La consommation énergétique de la chauve-souris n'est pas du tout rentable. Les grosses chauves-souris, ça correspond à faire voler un chat, comme vous le savez. Donc ce n'est pas tellement rentable d'un point de vue énergétique. Ce n'est pas le problème. S'il y a la ressource, ça n'est pas le problème. Alors, on le trouve effectivement quand on fait un peu les calculs de ça. On voit que si on a un système très efficace, donc vous avez ici les usages en abscisse et puis l'efficacité en ordonnée. Un système très très efficace, ok, on peut avoir une grande efficacité, mais vous voyez que les courbes sont assez piquées. C'est-à-dire que si on veut avoir ce système vraiment dans une plage très très efficace, alors on aura des contraintes à l'usage. Vous pouvez l'utiliser sur une plage plus large, mais à ce moment-là, il ne sera pas forcément beaucoup plus performant qu'un autre. Alors, je vais arriver assez rapidement à ma conclusion. Je crois qu'on est encore dans les temps, ça va ? Bien. La première des conclusions qu'on peut tirer de ce premier regard sur la nature, j'ai fait vite, excusez-moi, c'est qu'il ne faut pas confondre vertueux et efficace. On veut toujours penser qu'effectivement, on va, grâce à la bioinspiration, obtenir des systèmes qui vont être moins grands consommateurs d'énergie. Non, ça c'est une mauvaise idée. Par contre, avoir des systèmes qui vont être optimisés sous contrainte, et parfois la contrainte, ce n'est pas la ressource énergétique. Et aujourd'hui, nos sociétés sont dans cette situation-là. La contrainte n'est pas encore la ressource énergétique, bien souvent. Autre chose, bien entendu, on va chercher quand même à avoir un système qui soit à peu près performant. Donc on va plutôt avoir une voiture qui va rouler avec le frein à main desserré, on est bien d'accord. Pour autant, il va s'agir effectivement de minimiser la dissipation, mais en essayant de garder les fonctionnalités que l'on cherche à obtenir. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a des exemples dans le bâtiment. Aujourd'hui, on fait des bâtiments basse consommation ou à énergie positive. Ils sont excessivement performants, mais excessivement contraignants. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on rencontre encore le même problème. Ces bâtiments, tout aussi performants soient-ils, s'ils ne sont pas utilisés correctement, à ce moment-là, on ne va pas s'y retrouver. Optimiser sous contrainte, je viens de l'expliquer. Un point très très important qui est un changement de cadre de pensée, c'est d'accepter qu'il y ait de la dissipation, accepter qu'il y ait des pertes. Et la grande question, c'est d'en faire une bonne allocation. Oui, il va y avoir des pertes, mais si je sais en faire une allocation bien raisonnée dans la conception de mon système, alors peut-être que je vais obtenir quelque chose qui va être un bon compromis. L'autre point que je voudrais citer, qui est un peu le résumé de mon exposé, c'est le point suivant. Si vous voulez faire un système très adapté, c'est ce que Dame Nature nous enseigne, ce système sera assez peu adaptable. Si vous voulez faire un système adaptable,
c'est très bien, mais ce système aura forcément un rendement qui sera moins bon. Il y a 65 millions d'années, les mammifères s'en sont sortis, ils étaient plutôt plus adaptables. Ok, et je vais terminer en disant que bien souvent, on est bien obligé d'abandonner la solution unique. On aime beaucoup faire le système, on aimerait bien avoir le système qui fait tout, et qui en plus, on aimerait bien avoir la voiture qui fait tout, qui transporte les courses, qui transporte les enfants, qui fait les grands voyages, etc., et qui en plus consomme très peu de carburant. Eh bien, vous ne l'avez pas. Vous êtes obligé d'accepter que pour pouvoir avoir ces grandes plages d'usage, ça a un coût en termes de rendement, et vous serez forcément sur des rendements assez bas. Voilà, je vous remercie. Je vous propose que nous gardions un temps de questions pour l'ensemble de nos intervenants à la fin de leurs exposés. Et donc je vais demander à Arnaud Ankoviak de venir nous présenter ses travaux remarquables sur le fil de l'araignée. Merci beaucoup. Oui, donc je vais vous présenter aujourd'hui ces travaux qui ont... Alors, je voudrais commencer par dire que c'est un travail d'équipe. Donc moi-même, je suis mécanicien des fluides, donc plutôt physicien à l'échelle macroscopique. Je m'intéresse aux gouttes, aux bulles, aux interfaces. Et donc ces travaux en fait ont été menés à l'interface avec des gens qui font de l'élasticité, donc mon collègue Sébastien Neukirch ici, et puis également avec un collègue de l'université d'Oxford qui est zoologue et spécialiste des araignées, Fritz Wollraff, que vous voyez ici sur cette photo, qui explore les mystères des soies d'araignées depuis de nombreuses années et qui a notamment beaucoup travaillé sur les divers champs applicatifs associés à cette soie d'araignée. Je pense notamment, récemment, ils ont pu reconformer une soie d'araignée sous forme d'un ménisque, un ménisque dans le genou, et ils ont eu l'agrément de la FDA, et actuellement il y a des tests d'implantation de ménisques artificiels dans des corps humains. Voilà, donc ça c'est une des pistes qui est suivie actuellement par Fritz Wollraff. Et donc évidemment, les chevilles ouvrières ici, c'est les étudiants en thèse qui ont travaillé sur ce sujet. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'araignées. Alors il y a plein de moyens de cataloguer les araignées de façon différente. Un moyen, ça peut être peut-être de regarder les toiles qu'elles vont produire. Ce que vous voyez, c'est qu'en regardant vous pouvez voir une grande diversité dans les toiles produites par les araignées. Vous avez des toiles qui sont tridimensionnelles, 2D, régulières, irrégulières, etc. Je pense par exemple à la toile de la veuve noire que vous voyez en bas, qui est une toile avec une structure de cheminée, au bout de laquelle vont pendre des filaments gluants qui vont pouvoir attraper les insectes rampants. Donc nous, on ne s'est pas intéressé aux araignées dans leur grande diversité, on s'est focalisé sur des araignées qui produisent des toiles géométriques. C'est l'image d'Épinal qu'on a de la toile d'araignée, c'est-à-dire que c'est cette toile ici qui est composée de filaments radiaux et qui est parcourue par une spirale gluante. Alors, effectivement, lorsque donc ces toiles particulières sont produites par des araignées tisseuses, et lorsqu'on s'intéresse lorsqu'on regarde de plus près le détail de cette toile, on se rend compte que les filaments radiaux ne sont pas gluants, ils sont assez rigides et secs. Et au contraire, la spirale qui va parcourir toute la toile, elle est complètement gluante. Si vous la touchez, vous allez rester collé dessus. Et comme vous le voyez sur le petit panneau C, lorsque vous zoomez au microscope sur cette soie de capture, vous vous rendez compte qu'elle est composée d'un fil, d'un câble, qui est décoré de petites gouttelettes de glu. Voilà. Donc, et en fait, effectivement, l'araignée peut produire à la demande différents types de soies, ayant chacune une fonction. Et les araignées dites modernes, et c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, peuvent produire jusqu'à 7 types de soies différentes. Vous avez des soies qui sont dédiées pour le fil d'échappée, la toile de cadre, l'armature, une soie qui va être dédiée au cocon pour faire de la réparation, et puis évidemment la soie de capture qui est donc collante, et qui est l'objet de nos travaux en fait. Donc nous, alors évidemment, la fonction principale de cette soie de capture, c'est d'accrocher l'insecte. Donc dès lors que vous avez un impact d'insecte, l'insecte va rester sécurisé sur la toile en attendant son destin.
Alors, ce qu'on peut remarquer également, c'est que cette soie est extrêmement extensible, elle est très tenace. En fait, elle peut encaisser des chocs relativement importants sans pour autant se rompre. Alors, donc évidemment, la première fonction de la soie de capture, c'est l'adhésion, c'est de conférer l'adhésion à la toile. Mais on a découvert en fait une seconde fonction à cette soie de capture qui est illustrée sur ce petit film ici. Si vous prenez une soie de capture à sa longueur naturelle sur la toile et que vous commencez à comprimer cette soie, eh bien, contrairement à n'importe quel fil usuel, cette soie va rester droite. Donc elle n'a pas été prétendue ici, mais ce que vous observez, c'est que cette soie se comporte comme un fil qui serait télescopique, qui viendrait adapter sa longueur à mesure que vous le comprimez. Donc si je prends un fil usuel, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Si je comprime ce fil, évidemment il va pendre, ou alors il va se plier, il va se tordre, mais en aucun cas le fil resterait droit, et c'est pourtant ce qu'on observe avec la soie de capture. Donc, alors, en fait, ce comportement-là ressemble plutôt à ce qu'on aurait pour des liquides. Si vous prenez un film de savon, par exemple, qui est tendu sur un cadre, et si vous cherchez à comprimer ce film de savon, le film de savon ne va pas pendre, ne va pas se plier, il va rester tendu, il va être tendu par la tension de surface du liquide. Ben là, il se passe la même chose, en fait. La soie de capture se comporte comme un solide lorsque vous tirez dessus, mais dès lors que vous la comprimez, elle change de nature et elle se comporte comme un liquide. Elle reste tendue en adaptant sa longueur. Alors on essaie de comprendre un petit peu quel était le mécanisme à la source de ce comportement particulier. Et en fait, quand vous faites des visualisations au microscope d'un échantillon de soie de capture, ce que vous voyez, c'est que vous avez... Donc là, ici, dans cette expérience, on tire sur la soie de capture, qui a déjà été pré-comprimée. Et ce que vous observez, c'est un amas de fils au centre, qui est localisé dans la goutte, qui va venir se désenchevêtrer, se débobiner à mesure que vous tirez sur la toile. Et donc, ce qu'on peut voir sur cette séquence, c'est de la matière qui est extrudée à partir de la goutte principale, jusqu'à déplier totalement le fil. Ça y est, on a déplié totalement le fil. Alors, ce qui est très rigolo ici, c'est que cette manip est complètement réversible, c'est-à-dire que si je me mets à recomprimer le fil, eh bien, la fibre centrale va venir se relocaliser, se réembobiner dans la goutte principale. Donc si vous voulez, ces gouttes de glu qui jouent un rôle d'adhésion dans la toile jouent en fait un autre rôle qui est de venir embobiner, de former des pelotes de fil qui vont venir stocker l'excédent de fibres générées lors d'une phase de compression. C'est peut-être encore plus visible ici. Là, ce que vous voyez, c'est un graphe représentant la réponse mécanique typique d'une soie de capture. Donc, en ordonnée, vous avez la tension avec laquelle je vais venir tirer sur le fil. Et en abscisse, vous avez l'élongation. Alors, si vous avez un ressort standard, bah, la tension va croître avec l'élongation. C'est plutôt le comportement qu'on a dans la partie violette. Alors que dans un liquide, vous auriez une tension qui serait constante, quelle que serait l'élongation. Et ici, vous pouvez remarquer que la soie de capture présente ces deux comportements. Donc on retrouve un comportement solide en violet et un comportement de type plateau liquide en jaune et vert. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la transition entre ces deux comportements coïncide exactement avec un changement au niveau microscopique, c'est-à-dire que la fibre va passer de droite à complètement entortillée, pelletonnée au sein des gouttes de glu. Alors en fait, la physique derrière ce phénomène est pas extrêmement difficile à comprendre. En fait, des liquides, des interfaces exercent des forces, c'est la force de tension de surface. Et en fait, ces forces peuvent être suffisantes pour amener la fibre à plier, à flamber. Et donc, on est très bien capable de calculer ces forces nécessaires pour accéder à ce phénomène de bobinage capillaire. Mais on se rend compte que cette inégalité en force se traduit par une forte contrainte sur la taille de la fibre. Typiquement, c'est quelque chose qui peut apparaître sur des fibres de taille nanométrique à micrométrique, mais qui ne pourrait pas apparaître sur des cheveux, par exemple, qui ont plutôt une taille de l'ordre de 80 microns. Alors, donc, ayant compris on va dire la physique derrière ce phénomène assez étonnant, on a essayé de le reproduire de façon synthétique, puisque, a priori, les ingrédients que je vous énonce ici consistent uniquement en élasticité de fibre, une fibre qui est capable de se plier, et capillarité, une goutte qui est capable d'exercer une force. Donc la première étape, ça a été d'essayer de faire une fibre qui était aussi fine et molle
qu'une soie d'araignée. Alors, c'est pas évident à faire. En fait, les confiseurs se dérouillent très bien, et les araignées. Parce que, en fait, alors, le moyen qu'on a adopté ici, ça consiste à poser une petite pastille de polyuréthane. Et dès qu'elle est suffisamment chaude, on vient tirer dessus avec une petite pince à épiler, une pince Bruxelles. Et c'est exactement une technique de confiseur. Les confiseurs font la même chose pour tirer des fils de caramel. Et si maintenant vous vous amusez à comprimer cette fibre, évidemment, elle va flamber, elle va voler à tout vent. Et voilà, là, on va ajouter l'autre ingrédient essentiel dans ce fil particulier de la soie d'araignée, qui est des gouttes. Donc là, on appose ici des gouttes d'huile. Et au moment où on commence à contracter le fil, vous voyez que ce comportement assez stupéfiant qui apparaît, à savoir que la goutte centrale va venir jouer le rôle de bobine et va venir embobiner l'excédent de fibres. C'est sans doute encore plus visible sur cette visu polariseur-analyseur croisé, où on voit la pelote de fil au niveau de la goutte qui se fait désenchevêtrer à mesure qu'on vient finalement solliciter le fil en extension. Voilà, ça m'amène à la fin. Alors, voilà, donc en fait, à quoi... C'est de la recherche amont. Hein. Nous, on cherche à comprendre comment fonctionne l'araignée. Alors évidemment, au passage, on a pu en faire une version synthétique, ce qui est intéressant. Si je peux esquisser une ou deux applications potentielles, ça pourrait être celle de la robotique molle. Vous avez des gens en ce moment qui travaillent sur des robots qui seraient mous. Ici, vous avez un exemple de robot activé de façon pneumatique. Alors le lien avec les muscles artificiels, c'est que vous avez des sarcomères, donc des petits éléments dans les muscles qui nous composent, qui permettent d'exercer une force qui est extrêmement faible à la demande. Ici, on a une fibre qui exerce une force potentiellement à la demande. Et puis enfin, deuxième possibilité d'application, c'est si ce fil peut être rendu conducteur, eh bien on peut imaginer finalement travailler sur un composant d'électronique étirable. En ce moment, on commence à parler d'électronique flexible. Vous avez des écrans qui commencent à être flexibles. Certains laboratoires travaillent même sur l'électronique qui serait complètement étirable. Évidemment, pour avoir de l'électronique étirable, il faut des composants qui soient eux-mêmes étirables. Et ça pourrait être une bonne piste à suivre. Donc, c'est des travaux qui ont été publiés en fait extrêmement récemment, le mois dernier. Je vous mets cette référence parce que la publie est en open access, donc vous pouvez librement la télécharger pour avoir plus d'informations. Merci. Merci beaucoup. Alors, je trouve toujours ces images absolument extraordinaires. On va continuer dans les matériaux, et cette fois-ci dans les matériaux appliqués au médical. Et donc, on va parler de biomatériaux avec Christophe Eglès. Oui, merci Kalina. Donc moi, malheureusement, je suis venu sans slides, parce que ça me rappelait trop le travail. Et également parce que j'ai la chance d'avoir un groupe d'étudiants de l'UTC qui sont venus à Senlis au CE BIOS et qui ont amené avec eux les différentes choses qu'on pouvait vous montrer sur ces slides. Donc vous pourrez aller les voir et toucher et voir un petit peu ce dont je vais vous parler. L'idée du laboratoire dans lequel je suis, c'est de s'inspirer plutôt de la réparation fonctionnelle qu'on peut avoir dans le corps, pour essayer de faire un design de nouveaux types de biomatériaux qui peuvent reproduire un petit peu cette fonctionnalité. Donc pour ça, on a étudié notamment la régénération des nerfs, et on avait fait au début une petite liste de tout ce qu'il nous faudrait. Il nous faudrait des fibres pour pouvoir refaire un pontage lorsqu'on a une section de nerf ou lorsqu'on a un écrasement de nerf. Il faudrait que ces fibres puissent guider les cellules gliales, par exemple, et les fibres nerveuses. Il faudrait que ces fibres puissent être fonctionnalisées avec des facteurs de croissance. Et effectivement, à ce moment-là, on travaillait avec David Kaplan, qui lui est également un spécialiste de la soie, mais de Bombix Mori cette fois-ci. Et donc on a travaillé, mais on a, nous, détruit toute la partie collante de la soie pour ne garder que la fibroïne de soie, qui est le polymère qui va servir à fabriquer cette soie. Et on a travaillé sur une technique qui s'appelle de l'électrofilage, où en mettant une contrainte, un champ électrique, on va pouvoir reformer à partir d'une bouillie faite de fibroïne de soie, on va pouvoir reformer une fibre dans laquelle, cette fois-ci, on pourra mettre ce qu'on veut.
Alors on a travaillé avec des nanoparticules d'argent par exemple pour faire une soie qui aurait des propriétés antimicrobiennes. On a rajouté des séquences, notamment des séquences de fibronectine pour qu'elles puissent mieux attirer les cellules, et on a mis des facteurs de croissance comme du nerve growth factor ou du CNTF, qui sont les facteurs de croissance qui sont synthétisés par votre corps lorsqu'il doit réparer le système nerveux périphérique. À partir de là, on a aligné ces fibres pour en faire un tube où toutes les fibres de soie sont alignées dans le même sens, et on a travaillé avec un chirurgien pour pouvoir fabriquer un tube qui soit un tube greffable qu'on puisse utiliser lorsque la perte de nerf est trop grande. Donc vous savez que le grand problème du chirurgien quand un nerf est perdu sur une grande surface, sur une grande distance, c'est qu'il doit choisir quel autre nerf il va couper pour pouvoir le réparer. D'accord ? Donc c'est un problème assez délicat. Il doit souvent le résoudre dans l'urgence puisqu'il est au moment de l'opération chirurgicale. Et donc on a pu travailler avec Bernard de Vauchel, qui est le chirurgien d'Amiens qui a fait les greffes de visage, pour pouvoir travailler avec lui autour... Alors ce qu'on a choisi, c'était un modèle de rat où on sectionnait le nerf sciatique, on le remplaçait avec notre nerf en soie biofonctionnalisé avec les fibres de croissance, donc qui fait ce pont, et on étudiait au laboratoire, donc BMBI, à l'UTC, la manière qu'avaient ces rats de se déplacer et la reprise fonctionnelle qu'on pouvait avoir une fois qu'ils avaient été greffés. Et donc ce qu'on a pu montrer, c'est que non seulement on a effectivement une bonne pénétration des fibres en recroissance à l'intérieur de ces tubes, mais qu'en plus, au bout d'un moment, on va avoir une nouvelle connexion qui va pouvoir se faire et une reprise fonctionnelle progressive chez ces rats. Donc c'est un exemple que je vous cite pour montrer comment on part plutôt d'une inspiration de la nature, mais au niveau fonctionnel. Dans la nature, on n'a pas de sécrétion de facteurs de croissance, ils sont simplement portés par un alignement de cellules gliales qui vont amener la fibre nerveuse vers sa destination. Et donc, comment à partir de là, on a pu progressivement faire le design de ce nerf artificiel. Voilà, donc si vous voulez, tout à l'heure, je vous amènerai, on en discuterait un peu plus en avant. Et maintenant, je redonne la parole à Kalina. Donc oui, allez discuter avec le professeur Iglesias et puis l'ensemble des étudiants de l'UTC sur le stand de l'UTC qui est juste là devant le manège. On va rester dans le domaine des matériaux, mais cette fois-ci on va parler plutôt architecture, structure de matériaux, avec Sylvain Deville, qui est donc un travail au sein d'un laboratoire à cheval entre le CNRS et Saint-Gobain. Voilà. Oui. Merci. Donc, petite spécificité, effectivement, on est une unité mixte CNRS, on est une toute petite équipe d'une quinzaine de personnes, mais on a cette particularité d'être associé avec Saint-Gobain. Donc notre laboratoire est implanté dans le centre de recherche de Saint-Gobain directement. Alors nous, on fait vraiment de la science et de la recherche fondamentale, mais on a cet avantage que si on trouve des choses qui peuvent être intéressantes en termes d'application, on a un partenaire industriel avec qui on est en contact directement et on peut faire du transfert ou avant même le transfert, la mise à l'échelle un peu plus facilement que si on était ailleurs. Alors, moi, je suis quelqu'un qui vient des matériaux. Pourquoi on s'intéresse aux matériaux naturels? Je ne parle pas des cailloux ici, hein, je parle des matériaux vivants. En tant que personne des matériaux, il y a 4 aspects qui nous intéressent et qui sont vraiment fascinants dans les matériaux naturels. Le premier, c'est l'élaboration. Tous les matériaux naturels, ils sont faits à température et pression ambiante. Alors ça, si vous connaissez un peu la métallurgie, par exemple, ou le monde des céramiques, ce n'est pas du tout le cas. Les céramiques, on monte à 1500, 2000 degrés des fois. Quand on fait des coquillages, ça se fait à 12 degrés dans la mer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Les éléments, je reviendrai en dernier dessus. La structure, vous avez peut-être vu quelques exemples ce matin, mais ce sont des structures qui, au moins sur un plan esthétique, sont absolument fascinantes, mais qui sont extrêmement bien définies également, extrêmement complexes, et extrêmement architecturées aussi à de nombreuses échelles dimensionnelles. Le troisième aspect, c'est l'autoréparation. Et ça, c'est quelque chose que, d'un point de vue technique, on sait à peu près pas faire du tout, en fait, hein. On arrive à mettre un peu de la colle qui va marcher une fois, mais si on le fait une deuxième fois, ça ne marche plus. Et tous les matériaux naturels, à peu près, ont cette particularité de pouvoir se régénérer en permanence. Le quatrième point, c'est qu'il y a extrêmement peu d'éléments chimiques dans la nature. Si vous avez peut-être vu cette image, c'est le tableau périodique, où c'est un petit peu mis à l'échelle en fonction de l'abondance des matériaux naturels. Tous les matériaux naturels, en gros, il y a du carbone, l'oxygène, l'hydrogène, un peu d'azote, et puis dès que vous descendez dans le tableau périodique, il n'y a plus grand-chose.
Nous, en tant que utilisateur technologie, on a beaucoup plus d'éléments à disposition. Mais arriver à pouvoir faire toutes ces solutions avec aussi peu d'éléments, c'est toujours quelque chose qui nous fascine, quoi. Alors, pourquoi on veut s'inspirer des matériaux? On a 3 pistes qui sont toutes extrêmement différentes, en fait. On ne fait pas les 3 en même temps. La première, c'est les procédés. On a eu un exemple avec la soie d'araignée. On peut vouloir s'inspirer des procédés naturels pour faire les matériaux. Parce qu'on veut économiser de l'énergie, par exemple, pour faire les matériaux à température ambiante plutôt qu'à haute température. Le deuxième aspect, c'est les fonctions. Presque tous les matériaux naturels sont souvent multifonctions. Le bois, par exemple, il doit supporter le poids mécanique de l'arbre, mais il doit aussi transporter les nutriments et l'eau à travers sa structure. Et puis le troisième aspect qui nous intéresse aussi, c'est ce dont je parle aujourd'hui, c'est la structure, ou comment on peut faire émerger des propriétés à partir de la structure des matériaux naturels. Alors, depuis ce matin, on entend parler combien le vivant c'est formidable et combien on doit s'inspirer de la nature et c'est hyper facile. On a quand même un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi des matériaux naturels. On a le résultat final, souvent, on a la structure finale, mais on n'a pas le mode d'emploi qui vient avec. Donc il y a toute une étape de compréhension des mécanismes, des procédés chimiques qui peut être extrêmement complexe, qui peut s'étaler, c'est des travaux de recherche qui peuvent être extrêmement longs. Et une grande difficulté, c'est d'arriver à comprendre quels sont les procédés qui arrivent à ce type de matériaux naturels. La deuxième difficulté qu'on a, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, ça veut dire qu'on a des structures définies à plusieurs échelles. Alors à droite, quelqu'un a reconnu qu'est-ce que c'est cette image, non? Peut-être? C'est une fibre d'une raquette de tennis. Donc vous voyez qu'on arrive à avoir à peu près il y a des petites fibres avec des grosses autour, ça en fait une troisième qui est encore un peu plus grosse. On est à peu près toujours dans le même ordre de grandeur. Faire des choses à beaucoup d'échelles différentes, à l'échelle technique, c'est quelque chose qu'on a extrêmement de mal à arriver à faire. Alors que dans la nature, par contre, là, vous balayez toutes les échelles dimensionnelles sans aucun problème. Le troisième problème qu'on a, c'est les performances des matériaux naturels. Depuis ce matin encore, on entend combien les matériaux naturels sont merveilleux. En vérité, ils ne sont pas si merveilleux que ça, parce que vous êtes peut-être déjà cassé un bras, le bois, ça peut casser également. Les matériaux naturels sont susceptibles de répondre aux contraintes qui les environnent, qui sont ce qu'elles sont, qui ne sont pas forcément très élevées, mais dans des applications technologiques, les contraintes sont beaucoup plus élevées en général, en termes de résistance mécanique, de corrosion, etc. Donc ça veut dire que les matériaux naturels ne sont pas forcément toujours la solution. La quatrième difficulté qu'on a, c'est ce que j'appelais les temps caractéristiques, c'est que si vous prenez l'exemple des coquillages dont je vais vous parler juste après, la vitesse de croissance de ce coquillage que vous avez là, c'est 2 à 4 mm par mois. Si vous voulez monter une industrie avec des vitesses de croissance de cet ordre de grandeur, soit il vous faut beaucoup de place, soit il faut être très patient et il ne faut pas avoir beaucoup de réactivité vis-à-vis de vos clients parce que ça ne va pas être très rapide, quoi. Donc il faut qu'on trouve des moyens de contourner ça. Alors moi je vais vous parler juste rapidement d'un exemple de ce qu'on a fait au laboratoire. On a développé des matériaux et l'idée cette fois c'était de s'inspirer de la structure d'un matériau naturel pour arriver à la reproduire dans un matériau technique et bénéficier des avantages de la structure. Alors ici vous avez deux séries d'images, une en haut, une en bas. Il y en a un qui est le matériau naturel et l'autre qui est le matériau synthétique. On va faire qui est-ce qui pense que le matériau naturel il est en haut? Levez la main. Bon, vous risquez rien, soyez pas timide. Hein. Qui est-ce qui pense qu'il est en bas? Il est en bas, c'est celui qu'on a fait. Donc ce que vous voyez ici, c'est la structure de la nacre. La nacre des coquillages, si vous mangez des huîtres à Noël, vous avez déjà vu que c'est extrêmement difficile de les ouvrir. En vérité, les propriétés mécaniques du composant principal de la nacre, c'est à peu près l'équivalent de la craie. Une craie, vous voyez, vous la cassez à la main. Une huître à Noël, vous ne la cassez pas à la main. C'est plutôt elle qui vous casse la main, quoi. Et elle a cette structure qui est absolument remarquable sous forme de plaquettes bien alignées. Quel est l'avantage de cette structure? C'est que quand vous voulez casser votre coquillage, vous mettez de l'énergie dedans. Pour le casser, il faut qu'il y ait une fissure qui se propage dedans. Et si vous avez une structure qui se propage dans un empilement de briques, eh ben, en général, elle aura beaucoup de déviations et vous allez devoir dissiper beaucoup d'énergie pour arriver à la rupture. Donc c'est un principe qui est extrêmement simple. Alors, nous, on applique ça aux matériaux céramiques. En général, les matériaux céramiques, on les reconnaît plutôt pour ça. Ça casse plutôt facilement et ça casse net. C'est le problème qu'on a principalement. Les matériaux céramiques ne sont pas connus pour être extrêmement résistants à la rupture. Et les matériaux qu'on a développés, donc inspirés de ce type de structure. Donc, à gauche, une céramique usuelle, vous voyez que quand on la casse, ça part tout net. Et notre céramique bio-inspirée, quand on va vouloir la casser, eh ben, on aura une fissure qui va se propager un peu de partout dans le matériau, mais il faudra beaucoup plus d'énergie pour pouvoir la casser. Il y a à peu près un ordre de grandeur entre les deux.
Et si on regarde à l'échelle du matériau, qu'est-ce qui se passe? C'est que localement, la fissure, quand elle veut se propager dans le matériau, elle va devoir faire un chemin tortueux extrêmement long et dissiper beaucoup d'énergie au fur et à mesure. Et donc le résultat, c'est que votre céramique, elle est beaucoup plus résistante. Donc voilà très, très brièvement un exemple de ce qu'on a fait au laboratoire. Donc juste pour conclure, ce que je veux redire, alors je vais casser un peu le coup du CBio, ce qui s'appelle biomimétisme. Du point de vue matériau, j'aime pas tellement le terme biomimétisme parce que reproduire ce qu'on a dans la nature, c'est assez rarement intéressant du point de vue matériau. Ce qui nous intéresse plus, c'est vraiment la bio-inspiration, c'est aller chercher les idées, les structures, les procédés pour arriver à les reproduire et pour pouvoir les adapter aux contraintes technologiques ou autres que technologiques qu'on peut avoir et qui sont souvent pas du tout les mêmes que celles qu'on rencontre dans la nature. Voilà, donc je vais en rester là pour qu'on puisse discuter. Merci. Je n'attraperai pas la perche tendue biomimétisme, bio-inspiration. Non, non, non. On pourra en discuter. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, le temps est court, on pourra en reparler parce qu'un des grands enjeux, effectivement, c'est la manufacture de ces matériaux-là. Et vous avez aussi développé au laboratoire des méthodes absolument remarquable pour synthétiser cette nacre de façon artificielle. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais la méthode de manufacture est assez étonnante. On va passer à un tout autre registre, et on va parler cette fois-ci d'information, puisque dans le vivant, on vous en a parlé un petit peu dans la journée, le vivant, il est un champion de l'optimisation de l'information. S'il est relativement économe en énergie et en matière, c'est qu'il sait très bien gérer l'information. Et donc Stéphane Violet va venir nous parler de ses travaux à l'Université d'Aix-Marseille. Si je retrouve son diaporama, on va y arriver. C'est ça. Sur la robotique. Merci Kalina. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens déjà à remercier mes collègues pour avoir présenté ces exposés qui étaient quand même pour moi, je trouve, très très intéressants et remarquables. J'ai l'habitude de dire que je suis un chercheur en mouche. Donc parlons-en de la mouche. Donc en voilà un bel exemple. Hein, c'est une Calliphora. Et j'ai envie de vous dire que nous on s'intéresse à la vision de la mouche, à son comportement, aux réflexes qui permettent à cet animal de rentrer dans cette pièce, de naviguer de manière complètement autonome, sans GPS, sans aucune cartographie, qui est capable d'éviter de rentrer en collision avec les obstacles qui sont présents, des obstacles qui ne sont pas toujours statiques, puisque nous faisons partie aussi de l'environnement, et donc il faut aussi naviguer dans cet environnement dynamique. Un animal qui est capable de décoller automatiquement, d'atterrir automatiquement, et même la mouche mâle, pour certaines espèces, est capable de foncer sur la mouche femelle pour s'accoupler en plein vol, ce qui est quand même une performance assez remarquable aussi. Donc toutes ces tâches, toutes ces fonctions, peut-être pas la dernière, hein, ça fait rêver le roboticien, que je suis aussi, parce qu'on voudrait donc faire des robots volants qui sont capables de naviguer ici dans cet environnement, par exemple, et de se débrouiller tout seul, un peu à la manière de la mouche. Alors donc tous les matins, je me prends une claque parce qu'on voit des mouches tout le temps, et donc on est confronté à ce problème, comment ça marche chez la mouche. Alors j'ai envie de vous dire aussi, vous présenter qu'il y a deux innovations majeures qui ont un peu révolutionné notre quotidien. C'est pas très connu, mais qui sont issus d'études menées chez la mouche et chez l'insecte en général aussi. Donc tout d'abord, la lentille à gradient d'indice qui a été utilisée, d'abord étudiée chez l'animal par Exner à la fin du 19e siècle. En fait, c'est une lentille dont l'indice de diffraction n'est pas constant, mais varie. Et ça a permis donc de faire des lentilles qui sont utilisées, vous voyez, dans les objectifs de microscope, dans les endoscopes, dans les lecteurs DVD, même dans les lecteurs Blu-ray par exemple. C'est une lentille qui peut être très petite, donc de 1 mm de diamètre, et qui va permettre donc de transférer de l'image, des images résolues vers des fibres optiques notamment. Un deuxième exemple, je vais vous montrer, donc voilà l'exemple d'une lentille, c'est donc un cylindre ici de 1 mm de diamètre. Un deuxième exemple, ce sont les balanciers de la mouche. La mouche, pendant son évolution, a perdu une paire d'ailes. Elle avait 2 paires d'ailes, elle en a perdu une. Mais bon, finalement, elle a quand même gardé un petit bout d'aile. Et ce petit bout d'aile vibre à la même fréquence que les ailes, en opposition de phase. Par contre, à la base de ces petits bouts d'aile, il y a des cils qui vont capter une déflexion du plan de battement de ce petit bout d'aile. Et cette déflexion, elle est directement sensible à la force de Coriolis et donc à la vitesse de rotation du corps de la mouche. Ce qui fait que cette mouche en fait, est équipée, et toutes les mouches, tous les diptères, c'est-à-dire tous les insectes qui ont juste une paire d'ailes, sont équipés de gyromètres. Donc c'est-à-dire un capteur qui le renseigne sur sa vitesse de rotation.
la vitesse de rotation de son corps. Les gyromètres actuels qui sont dans les téléphones portables, dans toutes sortes d'équipements électroniques, sont basés sur le même principe en mesurant cette force de Coriolis. Chez nous, donc, dans l'équipe biorobotique, eh bien, nous avons une approche, donc on va tirer notre inspiration, comme je vous l'ai montré, de la mouche, donc de son système visuel, des traitements neuronaux qui sont faits dans son cerveau, et puis aussi de son comportement pour en fait, par exemple, faire des capteurs visuels très très innovants qu'on va monter à bord de robots. Je vais en parler par la suite. Mais ce qui est très important aussi, c'est que nous revenons vers le vivant, puisque nos robots sont un peu des sortes d'incarnations technologiques et qui nous permettent de valider les principes. Mais ce qui est important pour nous, c'est de remonter sous forme d'hypothèse vers le vivant. Donc c'est un cercle permanent. Alors parlons un peu d'à quoi servent nos capteurs. Donc, principalement, ils servent notamment, je veux dire, à mesurer le flux optique. Le flux optique, c'est quoi? Donc voilà une scène de la vie quotidienne des insectes, où là la coccinelle est poursuivie par un groupe de mouches. Et vous voyez qu'au centre en fait, de l'image, il y a une petite butte qui défile très très rapidement. Là, cette petite montagne va être évitée par les insectes. Et puis par contre, les arbres qui sont au fond de l'environnement, eux défilent vous les voyez à peine bouger. Et c'est justement cette vitesse de défilement qui va être mesurée par les insectes, puisque là, qui dit quand un objet va défiler rapidement, c'est qu'il est proche, et quand il défile très lentement, c'est qu'il est loin. Donc c'est indirectement, quand vous êtes capable de mesurer cette vitesse de défilement, donc ce flux optique, vous êtes capable de remonter à la distance qui vous sépare des objets. C'est quand même une grandeur extrêmement importante et qui est largement sous-utilisée actuellement dans les robots, par des systèmes artificiels, mais qui est largement utilisée dans la nature par les systèmes visuels donc des animaux et qui sont donc dotés de vision. Alors nous avons développé pendant un projet européen le premier œil composé artificiel, qui était un œil qui fait 15 mm de diamètre, qui a 630 ommatidies. Une omatidie, c'est un pixel avec une micro-lentille. Donc c'est un œil qui est courbe, qui a 42 colonnes. Je sais pas, ça marche. Voilà. Donc il y a 42 colonnes ici, et dans chaque colonne, il y a 15, verticalement, il y a 15 petits yeux élémentaires. Donc c'est un capteur de 630 pixels plus lentille, donc il y a un champ visuel de 180 degrés horizontal et 60 degrés vertical. Il est reprogrammable, il peut donc échantillonner à une fréquence de 1000 images secondes. C'est un capteur donc dédié, donc forcément assez performant, mais dédié, comme nous a expliqué tout à l'heure un collègue sur ces aspects entre performance et rendement, et puis aussi performance. Donc c'était le premier œil composé artificiel, on en est très fiers, et on l'a monté sur des robots, comme ici un robot qu'on appelait le robot birotor, et ce robot est capable donc de naviguer dans un corridor. Donc le robot est équipé de 2 yeux Curvace ici, et il peut naviguer dans un corridor, ajuster automatiquement son altitude par rapport à un suivi. Donc il est capable de faire du suivi de relief automatiquement, uniquement sur la base de la vision et du flux optique, à la manière dont je vous ai montré tout à l'heure, font les insectes tout à l'heure, pour éviter d'entrer en collision avec une variation de relief. Et ça marche aussi sous 40 lux, comme sous ici 1000 lux. Ce qui est très important aussi, c'est de justement faire des capteurs qui sont capables de s'adapter à des variations d'éclairage ambiant, parce que par exemple nos capteurs doivent fonctionner dans un éclairage comme ici, à l'intérieur, qui n'est pas très fort, mais ils doivent pouvoir aussi fonctionner à l'extérieur, où là l'éclairage, quand il fait beau, peut être très élevé, peut atteindre par exemple 100 000 lux, voire plus. Donc il est important d'avoir des fonctions qui reproduisent les mécanismes d'auto-adaptation des photorécepteurs. Donc là on a reproduit des fonctions d'auto-adaptation donc des photorécepteurs de la mouche, mais aussi nos photorécepteurs dans l'œil de la rétine des vertébrés ont cette capacité à s'auto-adapter en fonction de l'éclairage ambiant pour maintenir toujours une grande sensibilité. Et on a développé donc un capteur ici. Bon, je ne sais pas où est le laser, mais il est là. Voilà. On a développé un capteur ici qui donc est composé de pixels auto-adaptatifs qui reproduisent des fonctions d'auto-adaptation inspirées donc de la rétine de la mouche. Enfin, je vais conclure. Tous ces capteurs, c'est pour faire quoi? C'est pour, par exemple, être monté un jour sur des véhicules du futur, tels qu'ici, le micro-insecte artificiel qui est développé à Harvard par le groupe de Robert Wood. Donc on peut voir ici un exemple. Donc ici, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'insecte artificiel. C'est un insecte qui fait, si je puis dire, 5 cm d'envergure. Vous voyez que maintenant, ils arrivent à le stabiliser grâce à un système de capture du mouvement qui mesure la position de ces petits marqueurs, là, ces petits points blancs. Ils ont montré la contrôlabilité
de cet engin artificiel, même si là, par contre, la phase d'atterrissage était un peu plus délicate. Néanmoins, ces engins, si un jour ils existent de manière plus autrement que dans un laboratoire, ils devront avoir des capacités de perception. Et là, on ne va pas pouvoir leur mettre des caméras telles qu'on peut les développer, ou en tout cas les imageurs tels qu'on l'on développe. Il va falloir utiliser des capteurs visuels très intégrés, pas forcément avec des millions de pixels, parce que les insectes nous enseignent qu'on peut faire beaucoup avec peu de pixels. Donc c'est tout l'intérêt aussi de nos développements. Alors on va aller monter nos capteurs sur des drones aussi, puisqu'il va falloir les drones vont faire partie de plus en plus de notre quotidien. Et il va falloir doter ces engins de capacités de perception de l'environnement. Mais aussi, par exemple, on travaille avec le groupe PSA sur le projet de voitures aussi autonomes, où donc là, on s'intéresse à doter donc, les voitures de capacités de perception aussi pour la détection de collisions, détection de piétons, par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais demander à l'ensemble de nos intervenants de venir nous rejoindre sur la scène pour un petit temps d'échange entre vous puis avec la salle. Donc, je suis sûre que vous avez tous beaucoup de questions à leur poser. Avant de vous céder la parole, moi j'ai quelques questions à vous poser pour réaction par rapport aux enjeux de la recherche en biomimétisme en France. Donc on sait que l'Allemagne est clairement très en avance par rapport à nous en Europe sur l'intégration du biomimétisme dans leur stratégie de recherche et puis par voie de conséquence évidemment dans l'intégration du biomimétisme en recherche et développement. Pourtant en France, nous on a contribué à identifier plus de 160 équipes de recherche reconnues internationalement. Pourquoi on n'a pas cet engouement, cette dynamique, à votre avis, en France à ce stade? Et qu'est-ce qui nous manquerait pour que on en soit là? Qui veut prendre la parole? Des sous. Je sais pas si ça marche. C'est ce que j'allais dire, des sous. Tu veux... Ah, ça y est, ça marche. Bon, on va essayer de les battre en foot, hein. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de les battre en biomimétisme. Hein. Mais en tout cas, pourquoi? Parce que déjà, il nous manque des formations. Les Allemands ont des formations universitaires en bionique, notamment, depuis très très longtemps maintenant, plusieurs dizaines d'années. Donc forcément, ça aide à avoir des gens aussi qui sont à l'interface, qui sont confrontés à différents domaines. Et donc ça, c'est déjà aussi très important pour après créer une dynamique. Mais néanmoins, nos étudiants qui se frottent à nos sujets très interdisciplinaires s'en sortent. Hein. Mais c'est vrai que ça leur demande plus de temps parce qu'ils n'ont pas forcément suivi un cursus de formation qui pourrait améliorer les choses. Donc déjà, je pense que c'est un premier point. Et puis un deuxième point, c'est qu'on manque aussi de réseaux, comme le réseau Biocon qui existe en Allemagne, qui est donc un réseau très fort qui a permis de fédérer énormément les laboratoires qui travaillent donc en bioinspiration. Donc là, je pense que c'est deux points qui nous manquent cruellement, et bien sûr de l'argent. Et ça, c'est récurrent. Oui, effectivement, moi j'insisterai sur... il y a une culture en France qui est un petit peu plus cloisonnée. Et par exemple, à l'UTC, où c'est une université qui forme des ingénieurs, on trouve très peu d'élèves ingénieurs qui s'intéressent à la zoologie, à la botanique, à des sciences qui sont plus larges, plus naturelles, on va dire, sciences naturelles. Donc très souvent, on a ce cloisonnement qui est très fort encore au niveau de nos étudiants ou au niveau des études en France. Et est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez même, est-ce que c'est une lacune par exemple dans les profils des étudiants que vous recrutez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez rêvé quand même à compenser au bout de quelques mois par le travail en laboratoire, ou est-ce que c'est quand même quelque chose, vous pensez que ça vous aiderait si les étudiants étaient effectivement forcément formés préalablement à la pluridisciplinarité Alors ça dépend beaucoup. Les étudiants qu'on sélectionne, ont capacité à apprendre à peu près tout ce qu'on leur donne. Mais le souci qu'on a souvent, c'est plutôt
il n'y a pas nécessairement un intérêt qui est rapidement visible. Quand on travaille, quand on fait de la zoologie ou quand on fait de la botanique, on va faire beaucoup de botanique avant de pouvoir lentement associer un petit peu l'intérêt en sciences de l'ingénieur qu'on peut trouver en botanique. Donc on essaye un petit peu de retourner ça. L'autre chose est aussi plutôt dans la manière qu'on a eue pendant très longtemps de voir un problème et de l'aborder. C'est-à-dire qu'on l'abordait dans l'angle de l'ingénieur sans nécessairement d'abord partir de la manière qu'a le corps de se réparer, par exemple, ou de le voir. Donc on était plutôt dans la recherche d'un crochet pour le capitaine Crochet plutôt que de savoir comment on pouvait faire repousser un doigt. Voilà. Oui, juste pour compléter, dans le même esprit, je pense qu'aussi il y a la manière de présenter les problèmes ou les réponses. On entend souvent, en ce qui concerne la bioinspiration, que ce serait très bien d'avoir une grande base de données dans laquelle on ait la liste de toutes les fonctionnalités, toutes les structures et qu'on puisse aller prendre dedans pour trouver la solution. Si la base de données existait avec tout ça, ce serait déjà exploité, je pense. Et en fait, souvent, il faut retourner le propos, y compris par exemple avec les partenaires industriels, en disant c'est pas la solution, mais mettons-nous autour de la table pour poser la question ensemble. Je vais donner un exemple. On peut se dire dans le photovoltaïque qu'on fait beaucoup mieux que la nature, puisqu'en production, on fait des panneaux photovoltaïques qui font 15% de rendement et en laboratoire, ils font 30% de rendement. En regardant ça, on va regarder un équivalent, si on veut, qui serait la photosynthèse, qui est quelques pourcents, et la nature ne fait pas bien. Mais non, il faut retourner le propos. Si dans la nature, après des millions d'années d'évolution, ça ne fait que quelques pourcents, c'est qu'il y a des contraintes qui sont très intéressantes à explorer. Et alors, mettons-nous autour de la table. Donc c'est vraiment un changement de manière de penser. La bioinspiration ne doit pas être pensée comme la boîte à outils qui va donner solution. Il faut vraiment retourner la pensée, je crois. Et juste pour rebondir là-dessus, effectivement, donc il y a des initiatives aujourd'hui pour essayer de réfléchir aux bases de données, mais ce n'est pas de la base de données brute qu'il faut. Il faut élaborer un petit peu ces bases de données-là. Et il y a justement des chercheurs, notamment en Angleterre, qui travaillent sur la résolution de compromis. En fait, que ce soit dans l'innovation, on a besoin de résolution de compromis, et le vivant, l'évolution, ça a été de la résolution de compromis aussi. Donc il y a des gens qui sont en train de réfléchir à comment structurer les bases de données de connaissances du vivant pour avoir une base de données plutôt de compromis et de méthodologie pour répondre à ces compromis-là dans le vivant et éventuellement les adapter à l'ingénierie. Quelqu'un d'autre voudrait réagir à ça ? Il y a un deuxième aspect qui est lié à la formation des gens, on en discutait, c'est qu'on veut travailler sur des sujets à l'interface comme ça, il faut d'abord être spécialiste d'un domaine d'abord, et après trouver des interlocuteurs dans un deuxième domaine, que ce soit la biologie, la physique, la robotique, peu importe. Le dialogue, il est souvent compliqué entre des domaines qui sont très différents, et donc il faut qu'il y ait déjà cette première démarche à l'échelle des individus, de se dire, je suis spécialiste de mon truc, mais j'ai envie d'aller plus loin, il faut que je me forme un autre domaine, que j'aille parler avec ces gens de cette communauté. Il y a une question de vocabulaire très concrètement qui est souvent compliquée, hein. Quand on va parler avec des biologistes, ils ne sont pas faits comme nous. Et ça prend du temps, et les gens, il y a peut-être une mentalité ou une culture, on nous pousse un peu moins au risque, et à l'échelle de temps qui est nécessaire pour aller faire ça, et qui est pas, on disait des sous. L'environnement ne favorise pas tellement ça non plus, parce que le financement de projets interdisciplinaires, il est encore compliqué. En France, arriver à récupérer des sous pour faire de la recherche à l'interface de plusieurs domaines, ça reste compliqué. Parce qu'on ne rentre jamais dans les cases, en fait. On ne rentre jamais dans les cases. Donc si on se fait évaluer, alors des fois c'est un avantage, parce qu'on peut toujours rejeter la faute sur le copain dans l'autre domaine, mais on peut aussi se faire saquer par les deux domaines en même temps, et donc au final apparaître comme une recherche qui est bonne ni dans un domaine ni dans l'autre, sans qu'on voit la richesse qu'il y a à mélanger deux domaines du point de vue de la recherche. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je voudrais rappeler aussi que, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec ça, mais disons qu'on essaie de répondre à une question d'abord scientifique fondamentale, c'est comment ça fonctionne dans le vivant, ce qu'on observe, et essayons de comprendre, de modéliser les choses. Donc c'est quand même de la recherche très fondamentale, très amont, qui est à la base forcément très loin de problématiques appliquées industrielles. Après, par la suite, j'ai l'habitude de dire qu'on fait d'une pierre deux coups, parce que dès qu'on comprend ce qui se passe dans le vivant, on peut le modéliser, on peut le reproduire, on peut essayer de l'améliorer, justement, et donc on peut déposer des brevets et faire du transfert de technologie vers l'industrie. Mais d'abord, tout ça provient d'une recherche fondamentale qui est une question scientifique. Donc c'est vrai qu'il y a deux approches. Il y a l'approche, on peut dire, bon, là, il y a, par exemple, tel moule va sécréter une colle, regardons comment ça marche. Ça, c'est aussi tout à fait une approche qui reste aussi quand même, moi je trouve, très fondamentale aussi, parce que quand on se dit ça, ça peut être derrière des années et des années d'études pour comprendre vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, il y en a tout un répertoire
de choses extraordinaires qui sont faites dans la nature, mais n'oublions pas que derrière, ce sont des thèses, des gens et un travail de labeur qui est très long pour comprendre tout ça. Et ça, c'est pas forcément maintenant à l'échelle temporelle de notre société qui va quand même vers l'accélération. Et il ne faut pas oublier que ces savoirs-là, ce que l'on comprend de ces phénomènes naturels, c'est pas simple. Ce ne sont pas des choses simples. Et ça prend du temps pour les comprendre. Alors justement, pour continuer sur ces enjeux-là, et notamment de reconnaissance peut-être auprès de l'État, de la transdisciplinarité et de la plus-value en fait de la transdisciplinarité. Il y a quelques temps, j'étais dans un laboratoire, je ne le citerai pas, un très très bon laboratoire qui visiblement n'a aucun problème financier, et je leur demandais, est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est parce que vous faites du biométisme que vous avez autant d'argent? Il me dit non, c'est juste que je fais de la très belle science. Donc il était en plus très modeste. Et donc soit, mais je lui dis, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous faites en partie de la belle science parce que aussi vous avez une approche de rupture pluridisciplinaire justement sur le biométisme? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une plus-value dans vos domaines d'activité de faire du biométisme et d'être justement à la transdisciplinarité en termes de, je ne dis pas en termes d'accès aux ressources de financement, mais en termes de qualitatif de recherche? Parce que ça vous apporte de la rupture. On parle souvent d'innovation de rupture, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de recherche en rupture aussi? Moi, je prendrais l'argument inverse, de dire la bioinspiration, c'est vraiment pour les paresseux, quoi. Ou plutôt que de réfléchir à comment on peut résoudre un problème, on va aller chercher une solution qui a déjà été résolue de multiples manières différentes. C'est être malin. C'est être malin. Les paresseux sont toujours les plus malins. En les général. paresseux sont toujours les plus malins. Donc en fait, c'est une démarche qui est extrêmement paresseuse de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant dans la nature, c'est qu'une même contrainte, qui peut être l'économie d'énergie, l'aérodynamie, etc., il y a tout un tas de solutions différentes qui existent, en fait, qui ont été développées dans tout un tas de systèmes différents. Donc de ce point de vue-là, on a une inspiration qui est assez facile à trouver. Alors, on dit que ça prend du temps, évidemment, parce que c'est des thèses, etc., des années de recherche à chaque fois. Mais de ce point de vue-là, c'est une solution de facilité aussi, de se dire, plutôt que de réinventer la roue, on va aller voir les solutions qui ont déjà été développées. Si c'est facile, il faudrait qu'on le fasse. Hein. C'est facile d'aller voir, mais ça prend du temps. Ouais, je vais dire que c'est aussi l'intérêt de la bio-inspiration, c'est que souvent ça aboutit à des idées qui sont contre-intuitives. C'est-à-dire que par la pure pensée de l'homme, on aurait pu penser que pour aller vite dans l'eau, il faut avoir une combinaison lisse. Et ben non, en fait, il faut une combinaison avec une structure rugueuse, comme ce que nous a enseigné le requin, par exemple. Ce qui, pour moi, est assez contre-intuitif à la base. Et il y a énormément comme ça de résultats qui montrent que c'est pas évident, par la pure pensée de l'homme, d'arriver à avoir les mêmes performances que ce qui se passe dans la nature, parce que c'est contre-intuitif. Et donc forcément intéressant. Oui, et moi j'insiste de nouveau sur le côté... pendant très longtemps en biologie, on a eu des matériaux qui étaient dérivés de l'utilisation qu'on avait prévue au début. Donc le téflon était d'abord prévu pour des poils et ensuite a été utilisé parce qu'il était anti-adhésif. Les stents ont été développés parce qu'il fallait des ressorts à mémoire de forme pour des dessous féminins. Et en fait, il faut renverser ça. Donc c'est pas tellement une rupture, c'est plutôt changer l'angle dans lequel on va développer les matériaux. On essaye maintenant de partir de ce qu'on attend du matériau pour aller ensuite, ce qu'on attend de la réparation ou du matériau, pour aller ensuite chercher le matériau dont on a besoin. Donc il y a vraiment un problème qui est à la base sur l'angle sous lequel on regarde l'application ou le matériau. Et ce qui me marque, moi, c'est le nombre de... Alors, on est en France et il y a plein de Monsieur Jourdain, mais le nombre de laboratoires qui font du biomimétisme, qui sont dans la bio-inspiration, mais qui ne le mettent pas en avant parce que pour eux, ça n'est pas quelque chose dont on se prévaut. Donc c'est assez intéressant quand on discute avec des collègues ou quand on parle un petit peu de ce qu'on fait. J'ai une dernière question pour vous avant de donner la parole à la salle. On n'a pas parlé encore des industriels et la relation recherche et industrie. Alors, bon, évidemment, Sylvain, vous êtes un exemple de collaboration avec l'industrie. Pour les autres, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels leviers, quels obstacles, quels intérêts à réfléchir, à travailler avec l'industrie dans le contexte actuel? En ce qui concerne la question de la gestion de l'énergie, en général, ce qui se passe, par exemple, avec les industriels du secteur du transport, la réponse c'est oui, on le fait déjà, on fait des véhicules hybrides. Donc oui, on parle la même langue.
Je pense que l'effort pour nous académiques, c'est de pouvoir expliquer qu'on peut aller plus loin ensemble et que oui, bien sûr, c'est une très bonne idée de faire un véhicule hybride. Oui, bien sûr, c'est le même esprit d'utiliser une partie d'un système pour faire quelque chose dans un domaine et une autre partie, mais qu'on pourrait inscrire les choses sur un temps plus long. Et là, je rejoins tout à fait mon collègue. Pour pouvoir faire ça, il faut un temps plus long, et plutôt plus long que simplement 3 ans d'un projet ANR. Et aujourd'hui, ce n'est pas posé comme ça. On est obligé de s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est pas forcément. C'est peut-être au-delà du thème qu'on va aborder ensemble, c'est plutôt le fait de dire avec un industriel, est-ce qu'on peut partir ensemble pour 5 ans, 7 ans, 10 ans, et quitte à dire, mais pendant les premières années, je vais à peu près rien vous demander, mais simplement qu'on parte ensemble. Oui, la difficulté qu'on a, c'est de trouver en face un partenaire industriel qui soit très amont aussi, qui ne soit pas tout de suite en train de nous demander, alors votre capteur, il coûte combien, vous pouvez en faire combien, et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est vraiment des questions, nous, sur lesquelles on ne peut pas répondre, donc forcément, on est mal à l'aise. Et puis, en plus, on n'a même pas envie d'y répondre parce que ce n'est pas notre métier. Par contre, si on nous met en face des gens, dans le côté industriel, qui sont très amont et qui acceptent ce type, justement, de temporalité, et du fait qu'on n'aura pas des résultats tout de suite et que c'est justement pour du long terme qu'on va collaborer ensemble, là par contre ça devient vraiment très très riche, quoi. Et c'est le cas par exemple avec le groupe PSA. Pour compléter, je peux apporter mon expérience aussi de travailler chez Saint-Gobain, enfin dans leur centre. Un des intérêts aussi qu'on a, c'est d'apporter des preuves de concept, des idées, mais pas forcément la solution finale. Donc nous, très concrètement, dans ce qu'on a fait, nous, on avait un procédé assez original pour la mise en forme des matériaux. Dès le début, on savait que ce n'était pas industrialisable rapidement parce que c'était compliqué, etc. Par contre, une fois qu'on a fait la preuve de l'intérêt des propriétés, l'industriel, lui, a d'autres moyens à mettre en œuvre qui ne sont pas du tout ceux qu'on a en laboratoire et qui permettent d'aller plus rapidement vers l'application, chose qu'on fait pas, nous, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Mais par contre, eux peuvent mettre des moyens en œuvre qui sont plus appropriés en s'appuyant sur l'idée, mais avec des moyens de mise en œuvre qui peuvent être différents. Oui, oui, effectivement. Alors, nous, en tant qu'universitaires, lorsqu'on trouve des matériaux qui sont un peu en rupture comme ça par rapport aux matériaux conventionnels ou aux process conventionnels, bien qu'il y ait des SATT qui aient été créés dans on va dire la nébuleuse des universités, donc des sociétés accélératrices de transfert de technologie qui sont là pour nous accompagner, pour breveter les produits, etc. Et c'était Franck Zal qui le disait très bien tout à l'heure, il manque un maillon en fait pour faire le contact avec des entreprises. Ça commence déjà par identifier les besoins, quels sont les besoins, présenter en quoi les matériaux qu'on produit sont différents, en quoi ils sont mieux que les matériaux déjà existants sur le marché. Ça, c'est des compétences, des spécialités qu'en tant qu'universitaire, on n'a pas. Et on a sans doute aussi besoin d'un accompagnement à ce niveau-là, en plus des SATT. Et là, juste pour rebondir là-dessus, on a prononcé le mot brevet. Et forcément, pour intéresser un industriel, il va falloir avoir un brevet, quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on est vraiment dans l'inspiration, la bio-inspiration à partir de la nature, très souvent on a un brevet d'application à proposer, mais un brevet d'application est toujours moins fort que quand on vient avec un nouveau matériau, avec quelque chose. Donc on retombe dans ce cycle de j'ai trouvé un matériau et maintenant je vais vous trouver des applications, et qui est exactement l'angle qu'on essaye de combattre. Il y a un aspect complémentaire aussi dont on n'a pas discuté encore et qui est souvent un gros mot dans le milieu académique, c'est le mot communication. Souvent, on a encore entendu tout à l'heure, on disait il nous faut une base de données où on peut aller trouver des solutions aux problèmes qui existent. Il y a un vrai problème, un problème récurrent qui est la communication qu'on fait de notre recherche, où souvent on fait des choses très intéressantes et le public ou les industriels ne sont pas forcément au courant de ce qu'on fait, tout simplement. Nous, on a eu l'exemple récent où, sur ces travaux-là, on a eu une super communication de la part du CNRS. Ça a été repris dans la presse. Pendant 3 semaines, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner parce qu'il y a plein d'industriels qui m'appelaient parce qu'ils avaient vu passer ces choses-là très concrètement. Ils avaient vu l'article dans Le Monde, etc. Ils en avaient entendu parler. Et je pense que les labos gagneraient à communiquer plus sur ce qu'ils trouvent parce que ça intéresse les gens. D'une part, on le voit. Et puis, si on envoie l'information aussi un peu dans l'autre sens, que ça marche un petit peu dans les deux sens, ça faciliterait aussi l'identification de partenaires pour les industriels peut-être.
Donc justement, alors pour rebondir sur l'aspect communication, je vous encourage vraiment à regarder la série documentaire Nature égale futur qui a été produite. Et donc il y a 30 petits films de 4 minutes. Il y en aura probablement toute une série ensuite vu le succès de cette série-là. Il y en a plusieurs qui sont diffusés dans le cadre de Biomime Expo, hein, donc Nature égale futur, qui met en valeur justement à la fois avec rigueur, mais aussi en essayant de vulgariser au maximum et de rendre accessibles les travaux justement de recherche et les travaux industriels remarquables dans le domaine. Peut-être aussi pour rebondir sur ce que vous disiez sur le rôle des SAT et autres structures qui sont censées être là pour justement faire ce pont-là. Juste pour vous tenir informé qu'on vient d'avoir la réponse donc, semaine dernière du ministère de l'écologie qui nous soutiendra pour pouvoir mener une action de coordination interrégionale, c'est-à-dire de sensibiliser les directions régionales d'innovation de recherche à l'intérêt de la démarche et faire en sorte que les SAT, les pôles, les clusters, enfin toutes les structures qui ont été constituées pour faire justement les ponts entre la recherche fondamentale et l'industrie soient un petit peu plus sensibilisées à cette approche-là du biométisme et qu'elles puissent s'approprier la démarche. Je vais maintenant me tourner vers la salle et vous proposer de pouvoir poser les questions à nos intervenants. Qui veut commencer ? J'ai Kalina, c'est bon, je m'en occupe. La première question est toujours appelée difficile. Jérôme ? Oui, bonjour, c'était par rapport à la problématique de efficacité versus adaptabilité. Je me demandais est-ce que l'évolution naturelle en elle-même est-elle adaptée ou adaptable? Ça dépend c'est le physicien qui va répondre, ça dépend des conditions limites. C'est-à-dire que si dans la savane il y avait des distributeurs à gazelles, il y aurait un développement énorme de la population de lions. Par contre, non, il n'y a pas des distributeurs à gazelles et donc forcément il y a une régulation. Donc tout ça est affaire de régulation et c'est vrai à toutes les échelles. À l'intérieur d'un organisme, les glucides ne sont pas immédiatement métabolisables et donc ça limite. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'à certains endroits d'un processus, vous allez avoir un système qui va fonctionner effectivement plutôt à un rendement maximum et d'autres fois plutôt à une production maximale. On peut pas tirer une loi générale, on peut absolument pas tirer une loi générale là-dessus. Si vous étiez une crevette cavernicole, vous habitez sous terre, vous êtes absolument adapté, vous êtes toute blanche, vous n'avez plus d'yeux. Si on change d'un dixième de degré la température de l'eau, vous disparaissez parce que vous êtes pas adaptable. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une loi générale? Non, c'est simplement que vous étiez dans cet environnement très contraint. Donc non, il n'y a pas une loi générale dans un sens ou dans l'autre. Merci. Daniel, Question pour le fil d'araignée. Vous avez mentionné l'usage du polyuréthane pour faire vos essais. Est-ce que vous travaillez avec d'autres types de polymères et notamment déjà des polymères biosourcés? Alors, on travaille avec de l'acide polylactique aussi également. Et puis avec Donc en fait, là, à ce stade, on a fait des preuves de concept sur des tas de couples matériaux gouttes différentes. On a montré que le processus était universel, hein, c'est-à-dire qu'on peut le reproduire virtuellement avec n'importe quel type de fibre et de gouttelettes. Actuellement, on l'a fait avec du matériel qui est accessible en laboratoire, donc c'est-à-dire effectivement des thermoélastomères comme du polyuréthane, des thermoplastiques comme de l'ABS ou du PLA qu'on trouve dans les imprimantes 3D. Et puis après, on l'a refait avec des matériaux qu'on peut électrospiner. Voilà. Donc, avec du matériel de laboratoire, mais en tout cas, ce qu'on a montré jusque-là, c'est que le processus est universel et il peut a priori s'appliquer sur n'importe quel type de matériau. Bonjour, merci beaucoup pour vos expériences. Je voudrais savoir, on parle beaucoup d'innovation des ruptures, donc on crée de nouveaux biens, de nouveaux services, mais qu'en est-il de la demande? Est-ce que le marché est là? Est-ce que la demande pour recevoir vos produits est déjà là? Et donc, on pourrait parler de rentabilité économique en fait, de vos innovations dans la continuité de ce que vous faites. Je vais juste parler sur un cas un peu concret, parce qu'après, d'un point de vue tendance, c'est difficile. Enfin, je n'ai pas la réponse, mais j'étais il y a 3 jours chez Airbus Hélicoptère, à Marignane, et puis donc on a parlé de capteurs à bord d'hélicoptères.
Et leur critère, eux, c'est de tout ce qu'on peut rajouter sur un hélicoptère en plus, il faut que ce soit léger, simple et pas cher. Et il se trouve que les technologies qu'on développe, inspirées donc des insectes, correspondent vraiment parfaitement à ces 3 critères. On coche la case à chaque fois. Donc c'est voilà un cas concret où là, pour le coup, la demande industrielle quand même correspond vraiment bien à ce qu'on peut développer. Pour compléter, un autre élément de réponse, c'est que nous, dans le domaine des matériaux, par exemple, des matériaux, il y en a de partout. Hein, vous êtes assis dessus, il y en a tout autour, ici, en permanence. La demande, elle est là de toute façon, parce que des matériaux, on en a de partout. Ils s'usent, ils se cassent, ils se dégradent, ils coûtent cher à fabriquer. Donc tout ce qu'on peut apporter en termes d'économie d'énergie pour les fabriquer ou de performance des matériaux, c'est autant de matériaux en moins qu'on va consommer et c'est autant d'économies réalisées pour ceux qui les utilisent. Donc toutes les améliorations qu'on peut apporter en termes de performance ou même de coût sur le procédé, l'application elle peut être extrêmement rapide hein, puisque l'application elle est très concrète et immédiate. Mais c'est un cas qui est beaucoup plus facile que ce qu'on a vu dans les autres exemples évidemment. Sur l'aspect communication et l'appropriation, finalement, la possibilité d'appropriation par le tissu industriel, éventuellement les PME qu'on a pu voir décrites ce matin comme plus particulièrement susceptibles souvent d'assumer l'innovation, de la proposer, de se présenter comme en rupture. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec l'évolution de la recherche telle qu'on la connaît, où les chercheurs sont très incités à publier en anglais dans des revues souvent anglo-saxonnes qui vont favoriser leur notoriété par le facteur H, etc. Des conférences, des colloques qui sont de moins en moins souvent dans la langue nationale, qui sont de moins en moins souvent finalement simplement accessibles, et qui reportent la difficulté de compréhension, les coûts de traduction éventuellement sur le tissu industriel, là où déjà, même en français, chaque discipline a un vocabulaire technique bien naturel qui présente déjà un certain hermétisme par rapport aux acteurs industriels, aux ingénieurs qui pourraient avoir besoin, qui pourraient chercher à s'approprier ces solutions, ces problématiques, ces nouveaux matériaux notamment. Oui, alors pour ça, effectivement, ça a été compris quand même par les différents intervenants et on essaye de placer la relation avec l'entreprise de plus en plus tôt dans le développement du projet. L'idée typique, c'est par exemple les ANR de type Texan, technologie pour la santé, où il faut qu'il y ait déjà une entreprise lorsqu'on commence le projet. Et l'entreprise va vous permettre, d'une part, d'avoir un rationnel applicatif plus important. Donc c'est quelque chose qui sort un peu le chercheur uniquement du concept et de la preuve de concept, mais pour l'amener vers quelque chose de plus appliqué, et qui permet, puisqu'on s'y prend plus tôt, de pouvoir concilier à la fois les dépôts de brevets ou la protection et la publication. C'est-à-dire que dans une Texan, chacun sait l'intérêt qu'il peut avoir et cet intérêt est défini dès le début. Donc c'est quelque chose de plus en plus dans le temps. On était dans un système où on faisait notre recherche, on l'a publié et cette publication servait, on va dire, de teaser pour attirer un acteur économique. Maintenant, on fait notre recherche et la plupart du temps, on l'associe rapidement. C'est aussi le travail des SAT qui, je pense que chez tout le monde, elle sillonne les laboratoires en discutant avec nous sur ce qu'on a en cours pour éviter justement qu'on arrive à la publication qui doit être faite pour attirer. Donc ça se met quand même en place de plus en plus et cette espèce d'opposition qu'on avait avant qui était j'ai publié, c'est trop tard pour le brevet, donc j'ai attiré un industriel mais il ne sera pas intéressé puisque c'est trop tard pour le brevet, on arrive à en sortir. Je compléterai juste sur un autre aspect qui est l'aspect purement communication. Je pense qu'on a un problème structurel aussi en France de ce point de vue-là. Si on prend l'aspect de la presse papier par exemple, au Monde, je crois qu'ils sont 2 journalistes scientifiques. Il y a David Larosserie et Pierre Barthélémy, et si on compare avec le nombre de journalistes politiques par exemple, je crois qu'il n'y a pas photo. Et pourtant, les articles scientifiques du Monde sont ceux qui ont la plus forte audience, paradoxalement. Et je pense que ça aide pas non plus à communiquer la science qu'on fait dans les laboratoires, parce que le fait d'avoir peu d'interlocuteurs en face, même s'ils font un boulot formidable, bah, s'ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas couvrir énormément de choses. Et donc je trouve que c'est dommage de ce point de vue-là aussi. Quelles seraient vos attentes d'un partenaire industriel idéal dans un monde idéal ? Alors, moi, je reviens, mais c'est peut-être quelque chose de très biologique, mais c'est vraiment le rationnel applicatif. On a travaillé, par exemple, j'ai travaillé
il y a quelques années dans un laboratoire qui faisait des films multicouches de polyélectrolyte. C'est une technique très chouette, sauf qu'il faut tremper dans 50 bains différents l'un après l'autre pour construire ce film à l'interface. Alors après, il y a plein de propriétés super intéressantes. On a travaillé pendant très longtemps, tout un labo travaillait là-dessus, jusqu'à rencontrer un dentiste, parce qu'on se disait que ça pouvait faire un film de protection antimicrobien. Et le dentiste nous a dit c'est super intéressant, mais aucun dentiste ne trempera dans 50 bains différents pour progressivement monter son film. D'accord ? Donc on était hors de tout rationnel applicatif. C'est vraiment ça ce qui était important. Donc je pense que c'est vraiment là qu'on a un retour important de la part du partenaire industriel. D'une part, lui connaît le marché, lui connaît le besoin, et d'autre part, lui connaîtra les contraintes que va avoir ce marché. Un autre exemple, c'est une entreprise qui travaillait sur des peptides antimicrobiens dérivés des insectes. C'est super, les insectes se défendent très très bien avec un système immunitaire d'une simplicité étonnante. Ils avaient prévu une pâte dentifrice avec des peptides antimicrobiens, donc qui rajouterait une protection, puisque vous en avez plein dans votre salive. C'est ce qu'on a gardé un petit peu de ces systèmes assez basiques. Et ça marchait très bien jusqu'à ce qu'ils soient, avec les gens du marketing, à calculer combien ça va coûter. Et là, la production de peptides antimicrobiens était 1000 fois trop élevée pour un avantage marketing, en rajoutant dessus un joli truc en orange, qui n'était pas du tout intéressant par rapport au marché auquel on s'adressait. Donc c'est là où il faut vraiment avoir une relation assez tôt, même si c'est une relation qui est forcément vénale. Elle va à un moment ou à un autre parler d'argent et parler de choses, mais qui sera quand même qui nous permettra d'être plus raisonnable dans ce qu'on développe. Ouais, moi je dirais aussi c'est un industriel qui accepte d'être un peu comme nous dans le flou et accepter de prendre un risque aussi ensemble, quoi, et pas aller vers quelque chose de forcément très déjà identifié, caractérisé. C'est justement d'aller vers des choses vers la connaissance nouvelle, quoi, et vers le flou, justement. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Ouais. Une dernière question ? Oui. Donc, par définition, le biomimétisme est interdisciplinaire. Donc, au-delà de la nécessité d'une base de données pour savoir où aller chercher l'information, ne pensez-vous pas qu'il y a une nécessaire vulgarisation à mettre en place ? Est-ce que vous avez des idées pour ça ? Voilà. Comment on peut mettre en place cette vulgarisation pour faciliter l'accès à l'information ? J'ai un exemple qui n'est pas vraiment de la vulgarisation directement, mais qui rebondit là-dessus. C'est une collègue qui est professeure à Santa Barbara, en Californie. Et elle est chercheure en matériaux, elle est spécialiste des matériaux. Elle fait beaucoup de bio-inspiration depuis quelques années. Et je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Là, et elle m'expliquait que son laboratoire est associé à ce qui est à peu près l'équivalent du Muséum d'histoire naturelle, en fait, qui est à côté de chez eux. Et ils s'entendent extrêmement bien avec la personne qui gère les collections du musée, en fait. Et elle, quand elle arrive, elle met chaque étudiant sur un organisme ou un animal. Et donc, ils vont voir le conservateur du musée. Ils lui disent trouve-nous un truc qui est rigolo, qui est intéressant, qui est surprenant, etc. Et puis elle va mettre, donc il profite du savoir-faire et de tout ce savoir qu'a ce conservateur et qui leur explique ce qu'il peut tirer lui de ce qu'il sait. Et puis après, à partir de ça, ils mettent des personnes sur chaque organisme, une personne par organisme, qui va venir travailler dessus pendant 3-4 ans pour essayer de voir un peu comment ça marche et qu'est-ce qu'il peut en faire, quoi. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre... Je rebondis juste là-dessus et puis après on va partir en pause avant la plénière de clôture. Donc effectivement, nous on pense que c'est très important de travailler avec des structures justement comme le Muséum d'histoire naturelle et on aura le plaisir justement de discuter. Alors je vois mon collègue Akira Saito qui vient du Japon ici et il y aura d'autres Japonais qui seront présents demain en délégation puisqu'ils ont été assez moteurs dans la collaboration entre la recherche académique et industrielle en biomimétisme et la relation à développer avec le Muséum d'histoire naturelle, tant du point de vue de la communication et de la vulgarisation que vraiment d'aller chercher la richesse des collections existantes. Alors je vous rappelle que le Muséum d'histoire naturelle parisien, français, est la 3e plus grosse collection mondiale en termes de ressources en
en biodiversité, enfin en tout cas en spécimens biologiques. Et donc on se revoit encore lundi pour rediscuter de justement comment mieux travailler avec des structures comme le Muséum d'Histoire Naturelle ou encore comme le GBIF, qui est cette initiative internationale pour agréger de la donnée sur la biodiversité, pour voir comment on peut aller plus loin. Merci beaucoup, merci à tous. Et je vous propose de poursuivre les échanges pendant la pause. Merci.